tango ekoki elombe atelemi banguna na ngai nyonso balati. Vous êtes président de l'Alliance pour la République et la démocratie, candidat à la prochaine présidentielle qui se tiendra le 21 mars prochain. Alors dites-nous, vous avez été ministre des Finances de 1997 à 2002 et avez longtemps soutenu le président actuel, Denis Sassou Nguesso, avant de basculer à l'opposition. En quoi êtes-vous aujourd'hui le candidat du changement? Bien, ça c'est une très bonne question. J'ai été ministre des Finances en 1997, le 2 novembre 1997 exactement, après la guerre. Alors, après la conférence nationale, après les élections de 1992, avec les atermoiements des uns et des autres pour trouver la ligne qu'il faut pour la démocratie, nous avons créé plusieurs partis, les Forces démocratiques unies, FDU, qui était donc un groupement de plusieurs partis politiques, au nombre desquels il y avait le PCT, il y avait 5 autres partis qui étaient alliés, 6 partis donc alliés dans cette conglomération de partis. Voilà mes relations avec le président Sassou sont nées de cette union. Lui était président du PCT et moi président de l'UPRN à l'époque. Et quand la guerre intervient, nous sommes toujours dans cette union. Et au lendemain de la guerre, c'est cette union donc qui devait prendre les rênes du pouvoir, diriger le pays. Le président Sassou assurant la présidence pendant la période transitoire, après la guerre, et moi, ministre de l'économie et des finances. Voilà comment je me suis retrouvé dans cette alliance-là. Mais quand c'est comme ça, chaque parti a sa vision politique. Nous avons travaillé pendant le temps qu'il fallait, pendant la transition, qui était défini 3 ans flexibles, puis qui a duré finalement 5 ans. De façon tout à fait inexplicable, nous sommes restés en transition pendant 5 ans. Et à la fin de la transition, il fallait organiser les élections présidentielles pour revenir à la légalité. Ces élections présidentielles ont été organisées en 2002 et les FDU ont présenté un candidat qui était le président Sassou. Bon, nous avons fait ce que nous avons pu faire. Le candidat des FDU a été élu président de la République. Mais à partir de là, alors ça devenait des problèmes. L'alliance donc a rompu. J'ai donc dû quitter le gouvernement, de faire des accords parce qu'on n'avait pas la même vision de conduire les affaires publiques. J'ai quitté le gouvernement. Bon, je me suis mis dans une position d'attente puisque j'étais directeur national de la Banque d'État d'Afrique centrale. À ce niveau, on ne fait pas de politique active. On peut avoir son opinion, mais on ne peut pas l'exercer parce que c'est interdit. Donc pendant 5 ans, je suis resté dans ma position d'une activité politique, tout en ayant mon opinion politique. Et mon parti et l'alliance que nous avons créée à l'époque, l'Alliance pour la République et la démocratie, a continué à fonctionner. Nous ne sommes pas d'accord sur la manière de conduire le pays. Voilà d'où vient mon opposition. C'est donc une question de ligne politique qui ne s'accordait pas entre nos amis du PCT et notre alliance, qui pensaient que nous n'avons pas fait la guerre pour venir recommencer les politiques du passé. Il fallait donc innover, mettre en place une nouvelle politique dynamique pour conduire le pays à un niveau qui soit à un niveau supérieur, très satisfaisant. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Voilà l'origine de mon opposition. Ce n'est pas une décision personnelle, mais c'est une question de ligne politique et de pratique politique à l'intérieur du pays. Vous aviez renoncé à vous présenter aux dernières élections présidentielles en 2009 et en 2016. Vous avez alors dénoncé les conditions d'organisation de ces scrutins-là. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez maintenu votre candidature, sachant que les conditions sont quasi les mêmes? Voilà. En 2009, il s'est tenu ce qu'on a appelé le dialogue de Sibiti. Et nous également, nous avons tenu un dialogue. Et le front, auquel faisait partie l'Alliance, a décidé de participer aux élections. Nous avons donc posé les conditions des élections. Malheureusement, ces conditions n'ont pas été acceptées par l'autre partie.
Et c'est collectivement que nous avons décidé de ne plus participer aux élections. Le Front, à l'époque, a refusé de participer aux élections. Ce n'est pas donc une décision personnelle, c'est une décision du Front. En 2016, vous savez qu'il s'est passé quelque chose en 2015. Il s'est tenu le dialogue de Sibiti, qui avait pour objectif en réalité de changer la constitution parce que le président Sassou voulait fouler au pied les règles du jeu pour s'octroyer un troisième mandat. Et nous avons tenu à l'époque un dialogue alternatif à Diatta où nous avons pris 17 résolutions majeures et ces résolutions étaient remises au président Sassou. Nous espérions à l'époque que lui, étant à la tête de l'État, il allait prendre les 17 résolutions de Diatta et prendre les résolutions de Sibiti pour qu'on fasse la synthèse et fasse venir tous les différents acteurs pour que nous puissions prendre la ligne qui convienne avec l'accord de tous. Malheureusement, il a fait une fuite en avant, il a décidé de changer de constitution, ce qui était illégal. Il ne pouvait pas changer de constitution parce que la constitution en vigueur ne l'autorisait pas. Et nous avons appelé ça un coup d'État constitutionnel. Parce que c'est une décision personnelle du président Sassou qui a changé la constitution pour les intérêts personnels, c'est-à-dire pour se maintenir au pouvoir. Nous ne l'avons pas accepté et nous avons considéré qu'il y avait un coup d'État constitutionnel. Mais la constitution qui en est sortie n'a pas été adoptée par les Congolais. Vous savez, le référendum constitutionnel n'a réuni que 5 participants, 5% de participation. 5% c'est ridicule dans un pays. Ça veut dire que c'est un rejet, en réalité, de cette constitution-là. Mais il l'a imposée. Et quand vous lisez cette constitution, c'est une catastrophe pour le pays. Ce n'est même pas une constitution. Lisez là, il y a des choses absolument inacceptables, quel que soit le pays, dans cette constitution. Alors nous avons décidé de ne pas reconnaître cette constitution. Mais malgré ça, le président Sassou a demandé d'organiser des élections présidentielles. Donc la constitution résulte d'un coup d'État constitutionnel, donc illégal. Et ensuite, sur la base de cette constitution, on convoque une élection présidentielle. Alors tout démocrate ne pouvait pas accepter ça. Nous n'avons pas accepté ces élections. Ça, d'ailleurs, à l'époque, nous avons déconsidéré que le président Sassou était un président de fait, parce qu'il n'a pas requis la légalité nécessaire. Vous connaissez vous-même ce qui s'est passé aux élections. Nous avons refusé de partir. Et ceux qui sont partis, ils ont vu ce qui s'est passé. Il y a eu des gagnants et des perdants. Malheureusement, le perdant a proclamé qu'il était réélu. Ce qui a créé des problèmes. Et les gagnants, aujourd'hui, croupissent en prison. Vous connaissez l'affaire Jean-Marie Michel Mokoko, qui a gagné en réalité l'élection au premier tour, mais qui s'est retrouvé en prison parce qu'il n'a pas voulu reconnaître la victoire de celui qui s'est proclamé élu. Et aujourd'hui, on organise des élections, nous avons proposé qu'on réexamine la gouvernance électorale. Qu'est-ce qu'il y a dans la gouvernance électorale? Un, il y a d'abord la loi électorale. Cette loi aujourd'hui est absolument unique. Elle ne répond qu'au désir du pouvoir. La deuxième chose, c'est la commission électorale indépendante. Nous avons proposé qu'elle soit composée d'accords partis 50-50% entre l'opposition et le pouvoir, et que son président soit une personnalité nationale ou internationale, mais qu'il soit une personnalité indépendante qui n'a pas de parti pris dans la politique, mais accepté d'accords partis. Si vous regardez la commission électorale aujourd'hui, il n'y a que les partisans du pouvoir. Et le président de la commission électorale indépendante, non seulement il est le premier président de la Cour suprême, il n'avait pas le droit d'être président de la Cour électorale puisqu'il est jugé parti, mais en même temps, il est membre du comité central du PCT, donc un partisan. Et vous regarderez dans cette commission, nous ne sommes pas représentés. Donc c'est une commission vous en entièrement... tant que parti ou vous en tant qu'opposition? Pluriel. Ben, en tant qu'opposition, on n'est pas représenté. Il y a certainement des représentants de ce que nous appelons l'opposition choisie, mais ça, nous ne considérons pas ça. Nous ne sommes pas représentés à quelle commission. Donc c'est une commission partisane qui fait le jeu du pouvoir. Mais malgré ça, nous avons décidé de participer à l'élection parce que ça a trop duré. Le président actuel, ça fait bientôt 40 ans qu'il est au pouvoir. La politique calamiteuse qui est menée dans notre pays ne produit pas d'effets, sinon des effets négatifs
Il était temps qu'on l'arrête. Mais pour arrêter, il faut prendre une décision. Nous avons participé à cette élection, non pas pour approuver ce qui a été fait, mais pour dire qu'il faut qu'on arrête. Que le peuple congolais soit juge. Qu'il soit juge. Et pour être juge, c'est dans l'urne. Alors, comment prouver que le peuple congolais a décidé de rejeter cette politique? Alors, des dispositions sont prises à notre niveau pour ne pas nous laisser prendre par le jeu de pouvoir. Quelles sont-elles? Les dispositions que nous avons prises. D'abord, il y a la vigilance nécessaire. Nous serons présents dans les bureaux de vote et nous exigerons que tout bureau de vote, dès qu'on a fermé, que le dépouillement se fasse immédiatement. Et que chaque représentant ait les résultats tels qu'ils ressortent des urnes. Donc nous aurons, nous, la centralisation des résultats. En même temps que la commission électorale, et pourra aller raconter sa vie, mais nous aurons le résultat sorti des urnes. Malheureusement, il y a le problème des militaires. Vous savez que les militaires vont voter le 17. Le 17 mars, les militaires votent. Le corps électoral des militaires n'est connu que du pouvoir, pour ne pas dire du président de la République lui-même. Nous ne connaissons pas le corps électoral des militaires. Et ensuite, nous ne savons pas comment s'organiser. Au départ, on a dit que les bureaux de vote seront ouverts dans les casernes. Ces derniers temps, on nous parle des écoles, les collèges où seront les bureaux de vote. On parle de 131 bureaux de vote, mais personne ne sait où ça se situe, réellement. Et en plus, il semble qu'après le vote des militaires, en ce moment-là, les urnes sont fermées et on attend le 21 pour faire le dépouillement. Mais qu'est-ce qui peut se passer du 17 au 21? Qui va garder les urnes? Vous pensez qu'il n'y aura pas de substitution d'urnes? Parce que les militaires sont des Congolais comme nous. Ils ont le droit. Mais vous aurez vos représentants lors du vote de ces militaires, non? Mais nous aurons nos représentants. Puisqu'il n'y aura pas de dépouillement, comment ils vont faire? Il n'y aura pas de représentants. La personne vote, le vote est secret. On met dans l'urne. C'est au dépouillement qu'on regarde. Mais puisqu'il n'y a pas de dépouillement immédiatement, nos représentants ne serviront pratiquement à rien. Ils ne serviront à rien. Et ça, c'est ce que le pouvoir est en train de faire, notamment pour le vote militaire. Il y a plus grave que ça, madame. Vous savez, en ce moment, on est en train d'étudier les possibilités de mettre des bureaux de vote clandestins, connus seulement des seuls partisans du pouvoir. Ce sont des suppositions ou des affirmations? Ce n'est pas des suppositions. Vous voyez, dans cette ville où nous sommes de Gamboma, il y a une délégation de pouvoir qui est ici. Semble-t-il pour faire un meeting, mais en réalité, pour chercher les lieux où installer les bureaux clandestins. Parce qu'ici à Gamboma, le pouvoir ne peut pas gagner. Comme il ne peut pas gagner dans tout le pays. Il n'y a pas une seule zone du Congo où le pouvoir pourra gagner. Alors, ils pensent qu'à les bureaux clandestins, ils se constitueraient un matelas de voix pour le pouvoir. C'est ridicule. C'est ridicule. Et non seulement ça. Vous voyez, je viens de faire de Brazzaville à Ouesso, de Ouesso à Gamboma. Partout où je suis passé, c'est des tracasseries. Nous sommes en période électorale. C'est la campagne. Mais j'ai rencontré des choses que je n'ai jamais vues. J'ai organisé beaucoup de meetings dans ce pays. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il faut faire un rassemblement populaire, non seulement la loi dit qu'il faut informer l'autorité administrative. C'est tout pour des raisons de sécurité. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On nous demande de payer. Ça devient payant. Non seulement c'est payant, il faut avoir une autorisation écrite. C'est comme ça que je n'ai pas pu organiser mon meeting à Ouesso. Le meeting était prévu dimanche. Le maire exigeait qu'on lui paye 80 000 francs. Les 80 000 francs ont été versés. Il a prétendu que c'est dimanche, il ne peut pas se permettre de traiter les dossiers dimanche. Vous attendez lundi. Et lundi, c'était le 8 mars. Le 8 mars, il y a la fête de la femme. Et l'OFC a été invité à Ouesso pour distribuer des pagnes, faire des activités comme ça. Ce meeting n'aura pas lieu. Voilà ce qui s'est passé. Et partout où nous sommes passés, c'est comme ça. Heureusement, avec la mobilisation populaire, nous avons fait organiser un meeting très populaire. Je vous assure que c'était la frénésie à Makwa. Nous avons pu organiser un meeting populaire à Owando. Et là, j'étais à Ivo pour un meeting en salle. Là, c'est une réunion en salle, compte tenu du temps qui m'était imparti, réunion en salle. Mais malgré ça,
Vous savez, nous sommes restés pendant plus d'1 heure bloqués par l'armée à l'entrée des Vaux. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Pourquoi vous avez des militaires avec vous? Mais les militaires sont les 15 militaires qui ont été autorisés par l'état-major de l'armée congolaise pour accompagner le candidat. Mais pour entrer dans les Vaux, ils ont dit, pas question, il faut nous prouver. Il a fallu recourir encore au chef d'état-major qui confirme que les candidats ont droit. Tout ça, c'est les petits artifices pour nous empêcher de faire la campagne. Mais justement, puisque vous parlez des petits artifices, et si malgré toutes les dispositions que vous semblez prendre, les candidats actuels est déclaré élu, que ferez-vous? Quel candidat actuel? Le président actuel, le chef de l'État actuel est déclaré élu, puisque vous venez de dire, de décrier que la Commission nationale électorale indépendante est partisane. Vous décriez autant de faits. Malgré cela, vous affirmez avoir pris des dispositions. Et si, malgré vos dispositions, c'est le chef de l'État actuel qui est déclaré réélu, que ferez-vous? Il n'a jamais gagné une élection dans ce pays. Jamais. Officiellement, si. C'est pas gagné, mais pour les Congolais, il n'a jamais gagné une élection dans ce pays. Et pour l'élection prochaine, il ne la gagnera pas, parce que les Congolais veulent un changement. Partout. Vous pouvez pas rendre compte, madame, ce soir, cet après-midi, quand je suis rentré dans Oyo, mais c'était l'euphorie totale. Pourtant, c'est sa ville natale, là où il réside régulièrement. Mais c'était l'euphorie, comment les gens d'Oyo se sont mobilisés pour me suivre. Ils disent, il faut le changement. Tous les Congolais appellent le changement. Parce que la politique actuelle a conduit notre pays à une catastrophe. Il faut changer, il faut une autre politique. Alors si proclame qu'il est réélu, ça veut dire qu'il a triché. Et en bon démocrate, nous n'accepterons pas ça. Les démocrates n'acceptent que ce qui est transparent et réel. Mais ce qui est faux et vicieux, les démocrates n'acceptent pas. Nous n'avons pas accepté la tricherie telle qu'elle est en train de se mettre en place. D'abord avec le vote militaire, les bureaux de vote clandestins dont je vous parle, et en même temps, vous vous rendez compte, là où j'étais à Ouesso, on a construit 2 villages, 2 petits villages. Un village réservé aux Congolais de la RDC, un village réservé aux Camerounais. Il n'y a que. Mais ces gens-là, c'est vrai, ce sont nos frères, ils vivent chez nous, mais ils n'ont pas le droit de voter. Mais dans ces villages-là, chaque village a un bureau de vote. Eux, ils ont reçu déjà les cartes d'électeurs pour voter. Nous nous connaissons. Lorsque nous sommes allés à Madingu pour pouvoir refaire le fichier électoral qui n'a jamais été bon depuis 2002, parce que depuis 2002, nous traînons les listes électorales qui sont fausses. Nous avons proposé, nous, qu'après Madingu, qu'on fasse un recensement administratif spécial d'accord parti, avec la participation de tous, pour cette fois-ci arriver à déterminer un corps électoral qui soit fiable et acceptable par tous. Mais le pouvoir a préconisé qu'on fasse une révision des listes. Nous avons dit, comment aller réviser des listes fausses? De sorte que Madingu s'est terminé avec 2 conclusions. Une conclusion qui parle du recensement administratif spécial, c'est la nôtre. Une autre qui parle de la révision des listes, c'est la leur. Alors, ils ont tranché, le président a tranché, c'est la révision extraordinaire des listes. Mais cette révision ne s'est pas faite correctement. Non seulement elle ne s'est pas faite correctement, elle n'est pas allée jusqu'au bout. Les listes sont fausses, réviser ce qui est faux, on ne peut tomber que sur du faux. Voilà la situation que nous vivons aujourd'hui. Vous dites que le peuple congolais appelle au changement. Vous avez également affirmé que vous allez améliorer les conditions sociales des populations congolaises seulement 100 jours après votre arrivée, si jamais vous êtes élu. Comment est-ce réalisable? Et madame, j'ai l'expérience. Comme nous sommes venus de guerre, le pays était dans 72 jours. J'ai donné 2 mois. D'abord, puisque Brazzaville était vide, il n'y avait pas d'habitants. J'ai donné 2 mois pour que Brazzaville soit à nouveau habitable. Et en 2 mois, il y a eu plus de 700 000 Brazzavillois qui ont regagné la vie de Brazzaville. Et les décisions ont été prises directement pour en arriver là. Le problème essentiel du Congo aujourd'hui, c'est quoi? Le Congo est devenu un État illiquide, il n'y a pas d'argent. Si vous allez au trésor, il n'y a rien. Le milliard qui tombe est immédiatement soutiré par ceux qui dirigent le pays. Et pour faire face aux besoins essentiels des Congolais, il n'y en a pas. De sorte que, vous voyez comment on paie les salaires. Les salaires des Congolais sont payés par de l'argent qui vient de on ne sait d'où. On ne sait pas d'où vient cet argent. Mais ça ne sort pas du trésor congolais, ça vient d'ailleurs.
par hélicoptère et on met dans une banque appropriée, et ramassent l'une ou l'autre. Les deux sont installés à Oyo, c'est la SCB ou la BGF. Il y a une troisième qui s'ajoute, la banque postale. Et de là, on paie les salaires. Mais le Congolais moyen ne sait pas d'où vient l'argent. Nous avons un filtre en matière monétaire qui s'appelle la Banque centrale. Tout billet qui circule transite par la Banque centrale qui détermine si le billet est faux, s'il est adhéré, s'il est usé. Et en ce moment-là, tout ce qui est adhéré, tout ce qui est faux, on envoie au canal de la destruction. C'est incinéré. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. L'argent qui sort qui ont bien payé comme ça, n'a pas été contrôlé. Voilà comment on paie les salaires des Congolais. Alors, pourquoi? Parce que l'État n'est pas liquide. Mais dans un pays pétrolier comme le nôtre, nous sommes à peine presque 6 millions d'habitants. Mais madame, avec une production pétrolière qui est estimée cette année à 140 millions de barils. Et vous connaissez, nous sommes en partage de production. 35% minimum pour la part du Congo. Même au niveau actuel du baril de pétrole, qui a été mal arrêté dans le budget de l'État, puisque le pétrole américain est à plus de 56 $. Il faut faire la péréquation entre le pétrole américain, le Nord et l'Ural. Et c'est en ce moment qu'on détermine le taux on appelle ça, le taux de déflation qu'on fait sur le pétrole congolais pour déterminer le prix réel. C'est une moyenne qu'on fait. Mais on a dit comme ça, j'ai vu le budget, 46 $. Ça vient de quoi? Parce que la décote est exagérée. Moi, quand j'étais ministre des Finances, la décote était de 1,5 $. Moi, aujourd'hui, la décote dépasse les 6 $. Est-ce que la nature a changé en Ural, en mer du Nord et en Amérique? Ça n'a pas changé. Et le pétrole congolais n'a pas changé. C'est toujours les mêmes. Oui. Pourquoi la décote est passée à 6,5 $? Donc, c'est des choses qu'il faut regarder de très près. Donc, mon problème, c'est restaurer la liquidité de l'État pour que ce qui appartient à l'État rentre dans les caisses de l'État. Parce que la SNPC est censée vendre le pétrole à part du Congo, c'est exporté, mais l'argent n'est jamais rentré dans notre pays. Jamais, jamais, jamais. Personne ne viendra vous dire qu'on a vendu tant de cargaisons que tel jour, le produit des cargaisons est rentré dans le trésor congolais. Ça n'existe pas. Mais cet argent reste où? Il est où? On sait. Il est placé dans les paradis fiscaux, dans des comptes des particuliers. Le trésor congolais n'a pas un compte à l'extérieur. Mais tous les grands pays qui nous entourent le savent. Les financiers comme moi le savent. Pourquoi ça? Voilà pourquoi je dis, en mettant fin à une pratique aussi ignoble, nous aurons restauré la liquidité de l'État. Changer les règles de jeu dans la gestion financière de l'État, c'est un petit problème, ça ne nous prendra pas de temps. J'ai dit en 100 jours, ça sera rétabli. Et ensuite, il y a le problème de la gestion de la dette. Comment expliquez-vous que de 2010 à 2021, soit 11 années uniquement, nous soyons devenus aussi surendettés, alors que nous sommes sortis de l'initiative PPTE? Ce n'est pas possible. Quand nous avons accédé à cette initiative, la dette extérieure du Congo frôlait les 7 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous dépassons les 12 milliards de dollars rien que pour la dette extérieure. Mais si vous ajoutez la dette intérieure qui est de 3 300 milliards de francs CFA, c'est bien au-delà de cela. Voilà la réalité. Pourquoi en sommes-nous là? Je viens de lire ce matin que le Congo cherche un accord pour retraiter sa dette vis-à-vis des traders. Comment le Congo a pu s'endetter vis-à-vis des traders? C'est extraordinaire, madame. Vous avez, bon, prenons le cas du Congo. Ici, c'est des ignames. On produit l'igname. Vous prenez des ignames, 10 kilos d'igname, vous confiez à quelqu'un, allez me vendre ces 10 kilos d'igname. Et vous qui lui avez donné de vendre vos kilos d'igname, vous êtes endetté vis-à-vis de la personne à qui vous avez chargé de vendre des ignames. Est-ce que c'est normal ça? Le Congo est endetté vis-à-vis des traders. Les Grincor, les Gonvor, les Helicali, tout ça. Le Congo est endetté vis-à-vis de ces traders-là. Pourquoi? Alors que moi, ministre des Finances, avec l'aide du Fonds monétaire de la Banque mondiale,
J'ai fait signer à la SNPC une convention selon laquelle 72 heures après encaissement de produit de la vente du pétrole, cet argent doit être transféré dans les comptes du Trésor. Mais ça n'a jamais été appliqué, puisque l'argent ne rentre pas. Mais l'endettement du Congo vis-à-vis du territoire provient de quoi? Parce qu'on fait ce qui était interdit. Nous avons d'abord le gaz pétrolier. Le fonds monétaire exige de ne plus pratiquer le gaz pétrolier. Et ensuite, vous avez le préfinancement. Pourquoi préfinancer? Quelles sont les urgences du Congo qui nécessitent des préfinancements vis-à-vis des traders? Et lorsque le trader a préfinancé, au moment où on doit mettre à disposition les cargaisons de pétrole, au lieu de donner à celui qui a préfinancé, qu'est-ce qu'on fait? On vend à un autre pays. Mais le préfinancement qu'il a fait devient une dette. Voilà comment le Congo s'endette vis-à-vis de ces traders-là. C'est une honte pour un État. Au XXIe siècle, on ne peut pas accepter ce genre de pratique. Puisque vous parlez du pétrole, ce sera ma dernière question. La République du Congo, justement, dispose des 4e plus importantes réserves de pétrole en Afrique. Oui. Et selon de nombreux observateurs internationaux, c'est également l'un des pays les plus corrompus de la planète. Lorsque vous serez aux affaires, comment est-ce que vous comptez lutter contre la corruption au Congo? Ah, c'est très simple. D'abord, l'État ne sera pas un État partisan, ethnocentriste. Hein? L'État sera un État vraiment juste. Nous allons faire une réforme de l'État pour restaurer les normes d'une bonne gestion. Ces normes existent. Mais ici, vous vous rendez compte, nous avons honte. Moi, j'ai honte. Je peux vous dire que ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas mis pied dans une administration congolaise ici. C'est une honte. Je n'ai pas mis papier dans une administration. Si je me présente, vous avez un petit papier à faire signer. Le gars vous dit, oui, mais il faut s'habiller. Et pour signer un papier, il faut lui donner de l'argent. Ça, c'est une petite échelle. À grande échelle, c'est une catastrophe. Les surfacturations de tout ce qui se pratique au Congo. Je disais aux jeunes qui étaient avec moi, vous voyez, on a refait l'aéroport de Maya-Maya. Mais moi, je suis allé à Niamey. Le Niger a refait son aéroport. J'ai demandé aux amis nigériens, tiens, vous avez refait les travaux, ça vous a coûté combien? Ils m'ont dit 50 milliards de francs CFA. Ah, monsieur le ministre, pourquoi vous posez la question? Je dis non, juste pour m'informer. Mais en réalité, c'est parce que je me suis référé à l'aéroport. Regardez à Maya-Maya, il n'y a rien d'extraordinaire qui a été fait. Ça a coûté 250 milliards de francs. Les surfacturations, ça participe de la corruption. Il n'y a rien de bon dans ce pays, simplement parce que les gens veulent s'emplier des poches. Et s'emplir les poches, la corruption est devenue règne. Et pourtant, on a créé une commission de lutte contre la corruption. Mais c'est une blague pour faire plaisir à nos partenaires. Mais dans la réalité, non. Pour combattre la corruption, il faut que celui qui édicte la règle l'applique. Mais si vous-même, vous n'appliquez pas, comment voulez-vous que les gens qui sont derrière vous appliquent ces règles-là? C'est ça la corruption. Je ne vais pas rentrer dans les détails, madame. Je vous assure qu'il y a des choses absolument incroyables dans ce pays. Sur la question de la corruption, sur le détournement des fonds publics. Ce n'est pas sérieux. Alors je mettrai fin à tout ça pour revenir aux normes de gestion d'un État moderne. Et si nous revenons aux normes de gestion d'un État moderne, ce pays sera toujours excédentaire parce que nous ne sommes pas nombreux et nous avons énormément de ressources. Et en plus, le pays a été abandonné. À cause du pétrole, tous les secteurs qui ont constitué la base de l'économie congolaise ont été abandonnés. Vous voyez, lorsque nous accédions à l'indépendance, le Congo et la Côte d'Ivoire étaient les premiers producteurs en Afrique du cacao. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est l'un des premiers producteurs mondiaux du cacao, mais le Congo n'a plus. Si vous allez dans la Sangha, vers Swanké, quelques paysans traitent un peu de pétrole, ils vendent ça à Douala, au Cameroun. Ici, ça ne se vend plus. Et je suis bien placé pour vous le dire, madame, parce qu'on finançait le cacao sous forme de crédit de campagne. Et le spécialiste de crédit de campagne dans notre pays, c'est moi. C'est moi qui ai financé toutes les campagnes en tant que spécialiste de crédit de campagne dans ce pays. Sur le pétrole, il n'y a plus rien. Ce pays était un pays
producteurs de café. Toutes les stations de concassage de café, c'est fini, il n'y a plus rien qui tourne. La troisième matière dans ce pays que nous avons utilisée en dehors du bois, c'était l'huile de palme. Je viens de faire la sanga palme, même Itumbi, il n'y a plus rien. On ne produit plus rien. Alors, comment ce pays-là, qu'est-ce que nous allons devenir? Les autres secteurs de l'économie. Mais quant à l'agriculture, n'en parlons pas. N'en parlons pas. On a abandonné l'agriculture. Regardez, on dit souvent que les Congolais consomment les cuisses de poulet d'importation. Oui, mais parce qu'on ne produit rien dans le pays. On ne fait rien dans le pays. Parce que le cadre technologique ne permet pas de le faire. Le cadre technologique, c'est quoi? C'est l'État. Si l'État n'a pas donné une bonne orientation, les acteurs économiques, les citoyens ne peuvent rien faire. Et c'est ça la réalité dans notre pays. On a abandonné l'économie. Mais le pétrole est une matière épuisable. Le jour où il n'y aura plus de pétrole, qu'est-ce que les Congolais vont devenir ici? Aujourd'hui, on ne s'intéresse pas au secteur essentiel. Hier, j'ai dormi à Evo. Je vous avoue que la cuvette est généralement sur une zone inondée. C'est sous l'équateur. Mais vous savez comment je me suis lavé? On a été obligé d'aller m'acheter une bonbonne d'eau cristal. Avec un seau, on a mis dans le seau. Et je me suis débrouillé à me laver comme ça, il n'y a pas d'eau. Et on dort avec une torche. Je n'avais pas emmené ma torche chinoise, j'ai mis dans le téléphone, c'est comme ça qu'on dort. Il n'y a pas d'électricité. Et c'est le chef-lieu d'un département. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le pays est dans une catastrophe. Donc il faut corriger. Mais pour ça, il faut mettre en place une nouvelle politique. Une nouvelle politique, mais avec des hommes compétents qui croient au Congo, des gens qui savent que faire la politique, c'est une mission qu'on a accomplie. Et la mission impose un devoir. Le devoir, c'est celui de bien faire et de rendre compte. Mais dans ce pays, ça n'existe plus. Et c'est ce à quoi je vais ramener notre pays. Et 2021 doit être la dernière année à laquelle nous assistons au débauchage, à la catastrophe qui se déroule dans notre pays. Il faut que les Congolais se lèvent pour dire c'est terminé 2021. Et c'est la raison pour laquelle je suis candidat, pour contribuer à mettre fin à cela. Et c'est également terminé pour cette interview. Mathias Dzong, merci. Merci beaucoup, madame.